Source. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un dossier qui illustre parfaitement comment un simple ajustement technique sur une infrastructure régionale, ça peut révéler une refonte complète de l'échiquier énergétique mondial. Bonjour. Et oui, c'est un dossier particulièrement dense. Ravi d'être là pour décrypter tout ça. Les documents et les analyses géopolitiques qu'on a rassemblés aujourd'hui nous emmènent directement au Maghreb, et plus particulièrement sur cette ligne de fracture énergétique qui traverse la Méditerranée occidentale. La nouvelle de base, si on la lit vite, elle semble presque anodine pour un œil non averti. En gros, l'Espagne a récemment décidé de réduire de manière drastique les flux de gaz naturel dirigés vers le Maroc. C'est ça ressemble à une simple histoire de tuyauterie ou de robinet qu'on resserre. Exactement. Mais en examinant les données contractuelles, les rapports de trafic maritime, les notes diplomatiques, on s'aperçoit que ce petit resserrement de robinet européen, il cache des dynamiques de pouvoir vraiment redoutables. On va explorer ensemble comment l'énergie est devenue, en fait, la véritable diplomatie du XXIe siècle. Une diplomatie qui implique des acteurs allant des monarchies du Golfe jusqu'aux producteurs de gaz de schiste nord-américains. Ok, décortiquons ça. Pour poser les bases de cette reconfiguration, il faut d'abord regarder les données brutes. Les données de cette décision espagnole et surtout les signaux d'alarme qui clignotent sur le marché global. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Madrid a notifié à Rabat une baisse substantielle des volumes de gaz naturel liquéfié, le GNL, qui sont autorisés à transiter par les infrastructures portuaires espagnoles pour aller vers le marché marocain. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette décision, bien qu'elle frappe directement un partenaire voisin, n'est absolument pas une mesure de rétorsion bilatérale. C'est pas une punition politique en d'autres termes. Pas du tout. Les documents analysés démontrent qu'il s'agit d'une onde de choc mécanique, une onde de choc provoquée par une crise mondiale de l'offre. Les données de production qu'on a consultées indiquent une contraction sévère et surtout simultanée dans plusieurs bassins gaziers historiques. Oui, on observe notamment un ralentissement très marqué des exportations qui viennent des pays du Golfe. Et ça, les textes le lient directement à l'escalade militaire au Moyen-Orient. Tout à fait. Les chaînes d'approvisionnement mondiales reposent sur un flux tendu permanent, des navires méthaniers qui naviguent sans arrêt. Et là, elles sont lourdement perturbées par des impératifs de sécurité et des déviations de routes maritimes obligatoires. Les sources chiffrent d'ailleurs cette perturbation de manière très claire. Les attaques ciblées contre les infrastructures pétrolières et gazières et contre les navires commerciaux liés aux intérêts occidentaux, ça a forcé les armateurs à réviser l'intégralité de leur logistique. C'est une refonte totale de la carte maritime, oui. Du coup, les tralets s'allongent considérablement. Les primes d'assurance explosent. Et par conséquent, le volume global de GNL disponible sur le marché au comptant, le fameux marché spot, fond à vue d'œil. Et l'Espagne se retrouve de facto à l'épicentre de cette contraction. L'épicentre, le mot est faible. Les rapports des gestionnaires de réseaux européens montrent que les terminaux de regazéification espagnols opèrent actuellement à la limite absolue de leur tolérance technique. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus d'un simple embouteillage? Non, c'est une saturation physique totale des capacités d'émission. Pour que l'audience se représente bien la chose, imaginez une autoroute majeure où toutes les voies de sortie sont bloquées, mais où des centaines de camions continuent d'arriver à pleine vitesse. Les créneaux de déchargement pour les navires sont réservés des mois à l'avance. Les cuves de stockage cryogénique affichent des taux de remplissage maximaux, c'est ça, hein? Exactement. Et le réseau de gazoducs internes espagnol peine littéralement à évacuer ces volumes vers le reste de l'Europe. C'est une congestion totale. Et donc, cette saturation des capacités dicte la nouvelle posture de Madrid. Le système est tellement sous tension pour répondre aux appels de charge des pays européens qu'il n'y a tout simplement plus de marge de manœuvre pour des opérations de transit secondaires. La gestion de crise devient purement mathématique à ce stade. Chaque mètre cube d'espace dans un terminal espagnol est alloué en priorité au contrat d'approvisionnement jugé critique pour la résilience du continent européen. Et dans cette équation d'urgence, le mécanisme d'approvisionnement que le Maroc avait réussi à mettre en place avec beaucoup de peine il y a quelques années, il se retrouve mécaniquement évincé, parce qu'il reposait sur la disponibilité excédentaire de ces mêmes infrastructures. Voilà, c'est l'effet domino parfait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce mécanisme d'approvisionnement marocain, c'est ce que les textes appellent le flux inversé. Une parade technique qui avait été mise en place après la fermeture initiale du gazoduc Maghreb-Europe, le GME. Oui, le fameux gazoduc géant. Tout le territoire marocain franchissait le détroit de Gibraltar et alimentait l'Espagne et le Portugal. Et quand ce flux sud-nord a été interrompu suite à des ruptures diplomatiques dans la région, le Maroc a dû réinventer toute son architecture d'approvisionnement, en quelques mois à peine.
Un défi technique majeur. Vraiment, ouais. La solution trouvée consistait à acheter des cargaisons de GNL sur les marchés internationaux, à les faire livrer et regazéifier dans les terminaux portuaires espagnols, puis à utiliser le tronçon du gazoduc GME reliant l'Espagne au Maroc, mais en inversant physiquement le sens de circulation du gaz, du nord vers le sud. Une vraie bascule d'ingénierie, en effet. Ça a permis de maintenir les centrales électriques marocaines à flot au moment le plus critique. Mais alors, l'ingénierie a offert une réponse immédiate aux problèmes physiques, certes. Seulement, les analyses juridiques jointes à nos sources rappellent une règle fondamentale du commerce de l'énergie. Oui, la technique finit toujours par se plier à la réalité contractuelle. Et surtout à la réalité souveraine. Ce flux inversé, il a très vite percuté un mur géopolitique majeur. Il faut savoir que l'Espagne est liée à l'Algérie par des accords énergétiques stratégiques qui datent de plusieurs décennies. L'Algérie reste un fournisseur indispensable pour la péninsule ibérique. Indispensable, oui. Et ces contrats de fourniture comportent des clauses de destination extrêmement strictes. La position d'Alger, telle qu'elle est rapportée par les documents diplomatiques, s'appuie sur une défense farouche de ses ressources. Il y a une interdiction absolue de voir une seule molécule de gaz d'origine algérienne réexportée vers le Maroc. Vu que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. Exactement. Aucune molécule algérienne ne doit finir sur le réseau marocain via l'Espagne. Les textes décrivent très bien cette rigidité. Pour Madrid, respecter cette clause, c'est pas une simple courtoisie, c'est une obligation légale vitale. Une violation donnerait à l'Algérie le droit immédiat de suspendre ses propres livraisons vers l'Espagne. Ce qui provoquerait une crise énergétique sans précédent sur le sol espagnol. Voilà. Donc pour éviter ce scénario catastrophe, tout en autorisant le flux inversé pour aider le Maroc, l'Espagne a dû concevoir un système d'audit technique et douanier d'une complexité folle. On peut même parler de paranoïa administrative à ce niveau-là. C'est le mot Angbo. Il a fallu garantir une étanchéité totale. Alors, pas physique, bien sûr, puisque le gaz se mélange inévitablement dans les tuyaux, mais une étanchéité certifiée sur le plan documentaire. Comptable. Le dispositif illustre bien comment la géopolitique complique la logistique. Les gestionnaires de réseaux espagnols doivent produire des certificats d'origine garantie pour chaque lot d'énergie transférée. C'est un suivi à la trace. Oui, l'audit trace l'origine de la cargaison achetée par le Maroc. Il valide son déchargement spécifique dans un terminal, il quantifie l'énergie regazéifiée et ensuite il certifie qu'un volume strictement équivalent de gaz, mais non algérien, est pompé dans le gazoduc en direction du sud. Chaque transaction est scrutée à la loupe pour s'assurer qu'aucun arbitrage de marché ne vienne enfreindre cet embargo de fait. Cette procédure est lourde, elle est coûteuse. Elle démontre que l'acheminement de l'énergie aujourd'hui s'est surveillé avec le même niveau de rigueur que le commerce des armes ou des technologies sensibles. Mais le maintien de cette architecture ultra complexe exigeait une volonté politique forte de Madrid et surtout, on en revient au point de départ, une disponibilité abondante de l'infrastructure de regazéification. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Or, les rapports soulignent que la donne a changé. L'audit lourd de ce flux inversé devient un fardeau opérationnel inacceptable pour l'Espagne face à ses propres urgences européennes. Madrid ne gère plus des excédents, elle administre une pénurie à l'échelle continentale. Si l'on relie ça au contexte global, cette réévaluation des capacités techniques espagnoles, ça marque un changement de paradigme fondamental dans la politique de Madrid. Les priorités stratégiques ont été redéfinies autour d'un seul axe. La sécurisation du bloc européen. Voilà, la doctrine espagnole place désormais la sécurité énergétique de son marché intérieur en priorité absolue, suivie immédiatement par la solidarité avec ses partenaires d'Europe du Nord qui ont eux-mêmes perdu leurs approvisionnements historiques venus de l'Est. L'Espagne consolide activement sa position en tant que premier hub de réception et de stockage de l'Union européenne. Les chiffres d'importation confirment cette transformation. L'Espagne capte aujourd'hui une part gigantesque du GNL en provenance des États-Unis. C'est un flux transatlantique massif. Absolument. Les infrastructures portuaires de la péninsule ibérique servent de point d'entrée pour ce gaz de schiste américain. Il est déchargé, stocké dans d'immenses réservoirs, puis progressivement réinjecté dans le réseau européen, au gré des demandes hivernales ou des pics industriels en Allemagne ou ailleurs. L'Espagne est devenue la grande bâtonnière gazière de l'Europe de l'Ouest, un véritable rempart logistique contre la volatilité des marchés. Et la conséquence directe de cette ambition continentale, elle se lit dans les volumes qui restent pour les pays tiers.
Le Maroc subit un déclassement organique et structurel dans cette équation. Oui, il faut bien comprendre que Madrid ne cherche pas du tout à punir Rabat. C'est pas une offensive diplomatique, c'est une logique de triage. Quand l'ensemble de votre système est mobilisé à 100% pour sauver l'approvisionnement industriel allemand ou français, l'allocation de créneaux portuaires pour les achats marocains devient une simple variable d'ajustement. Le flux inversé, qui apparaissait il y a quelques années comme une solution élégante et pérenne, se révèle être un pis-aller extrêmement vulnérable. Vulnérable aux fluctuations de la doctrine de sécurité européenne. Et aux impératifs d'autres nations, Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que cette restructuration européenne signifie concrètement sur le terrain économique au Maroc? les notes d'analyse macroéconomique de nos sources brossent un tableau particulièrement tendu pour le Royaume. L'amputation de cette voie d'approvisionnement via l'Espagne, ça pousse le Maroc à chercher des alternatives d'urgence. Sur un marché mondial qui est décrit par les sources comme totalement erratique et impitoyable, le pays doit sourcer des molécules de gaz dans un environnement où l'offre disponible s'est effondrée. Les acheteurs marocains se retrouvent en concurrence frontale avec des puissances économiques asiatiques ou européennes qui, elles, sont prêtes à payer des primes considérables pour sécuriser la moindre cargaison disponible sur le marché spot. Et le choc, il n'est pas seulement lié au prix de la matière première en elle-même. Non, la logistique même de l'importation est devenue un vrai gouffre financier. Les rapports de l'industrie maritime qu'on a étudiés montrent que la désorganisation des routes commerciales a fait exploser les coûts d'affrètement des navires. Tour. Et à cette hausse fulgurante du fret s'ajoutent des primes d'assurance maritime qui atteignent des sommets historiques. L'acheminement coûte infiniment plus cher. Ce qui se répercute mécaniquement sur le prix de revient final pour le consommateur institutionnel. Les secteurs de l'économie réelle encaissent ce surcoût de plein fouet. Les documents listent des industries très spécifiques qui souffrent de cette situation. On parle d'industrie gourmande en énergie. Oui, le secteur de la céramique, l'industrie lourde des matériaux de construction et même certaines branches de l'automobile. Des secteurs dont les processus de fabrication exigent une alimentation gazière continue et surtout bon marché. La hausse soudaine des coûts érode brutalement leur compétitivité à l'exportation. C'est un coup dur pour le tissu industriel. Mais le rapport se penche sur une question encore plus critique. La production électrique nationale. Exactement. Le mix énergétique marocain dépend en bonne partie de centrales à cycle combiné. Ces centrales fonctionnent au gaz naturel pour assurer la stabilité du réseau, notamment lors des grands pics de demande. Une raréfaction ou un renchérissement extrême du gaz menace donc d'augmenter drastiquement le coût de production de l'électricité. Et ça pèse lourdement sur les finances publiques. Ça menace l'équilibre d'un réseau électrique national qui, in fine, soutient absolument toute l'activité économique du pays. C'est l'épine dorsale de l'économie. Et l'impact macroéconomique de cette perturbation souligne une leçon doctrinale majeure abordée par les géopolitologues dans ces textes. Oui, car ce dossier dépasse très largement la simple gestion d'une crise d'approvisionnement passagère. Il pose les fondations même de ce qu'est la souveraineté énergétique moderne. Bâtir sa sécurité énergétique sur des palliatifs techniques ou dépendre d'infrastructures physiques qui sont situées sur le territoire d'États voisins, ça constitue une vulnérabilité stratégique énorme. L'architecture du flux inversé illustre parfaitement ce danger. Réfléchissons-y un instant. La sécurité électrique d'une nation entière s'est retrouvée subordonnée aux audits de conformité d'un opérateur réseau espagnol. Audits eux-mêmes dictés par les clauses restrictives d'un fournisseur algérien. Le tout balayé, au final, par la réorganisation stratégique de l'Europe face aux crises au Moyen-Orient. La capacité d'un pays à éclairer ses villes dépend de décisions prises dans 3 ou 4 capitales étrangères. Des capitales aux intérêts parfois totalement contradictoires. Les analyses insistent vraiment sur la réalité impitoyable de ce nouveau marché. L'idée selon laquelle la mondialisation et les marchés ouverts garantissaient un approvisionnement fluide à condition d'y mettre le prix, cette idée s'est fracassée contre le retour des politiques de puissance. L'énergie est redevenue, de manière totalement décomplexée, un instrument de coercition, un levier diplomatique au même titre que l'outil militaire ou les sanctions financières. Un pays dépourvu d'infrastructures de réception autonome se retrouve immédiatement exposé à des chocs exogènes, des chocs qu'il ne peut ni contrôler ni amortir. Le diagnostic tiré des sources met en évidence un carrefour décisionnel inévitable pour l'avenir économique du Maroc. La crise actuelle n'est absolument pas perçue comme un épiphénomène temporaire. Les experts concluent à la nécessité d'un changement structurel profond. La seule réponse pérenne à cette vulnérabilité, c'est d'édifier un système énergétique véritablement endogène. Ça demande des investissements massifs dans la construction de terminaux méthaniers nationaux sur les côtes marocaines. Et le développement de capacités de stockage indépendantes.
Faute d'engager ces chantiers de souveraineté pour s'affranchir des relais espagnols, le risque d'une détérioration durable du climat économique reste très élevé. Les marchés s'annoncent durablement instables. C'est un défi colossal mais nécessaire. Cette analyse démontre avec une précision redoutable comment un simple manque d'infrastructures physiques dicte la diplomatie et l'économie d'une nation entière. La géographie des gazoducs et l'emplacement des ports tracent les vraies frontières de l'indépendance politique au XXIe siècle. Cela soulève une question importante, particulièrement concernant l'étape suivante de l'histoire énergétique mondiale. Les documents nous ont montré comment la dépendance aux hydrocarbures, combinée à des goulots d'étranglement logistiques, offre des leviers de pression immédiats. C'est un schéma qu'on connaît bien maintenant. Mais il convient de se demander si la transition accélérée vers les énergies renouvelables modifiera fondamentalement cette dynamique de domination. Le développement de parcs solaires et éoliens promet théoriquement une production locale, décentralisée, libre de ces contraintes de transit. En théorie, oui. C'est la promesse d'une vraie souveraineté pour les pays ensoleillés ou vantés. Seulement, la fabrication de ces technologies de pointe repose sur un approvisionnement continu en minéraux critiques, le lithium, le cobalt, les terres rares. Et l'extraction, comme le raffinage de ces ressources, sont aujourd'hui concentrés entre les mains de quelques États extrêmement puissants. La réflexion est vertigineuse pour ceux qui s'intéressent au rapport de force. Le monde tente de s'affranchir de la dépendance aux molécules de gaz. Des molécules qui peuvent être bloquées par un simple acte administratif à Madrid ou une décision souveraine à Alger. Pour potentiellement basculer vers une nouvelle forme de dépendance envers les chaînes d'approvisionnement en terres rares. Les gazoducs physiques pourraient tout simplement être remplacés par des corridors maritimes invisibles transportant les composants essentiels à nos panneaux solaires et nos éoliennes. C'est une nouvelle asymétrie de pouvoir qui se dessine. Une asymétrie où la capacité de bloquer l'exportation de métaux rares deviendrait la nouvelle arme de dissuasion massive, recréant exactement les mêmes vulnérabilités souveraines que celles qu'on observe aujourd'hui dans le bassin méditerranéen avec le gaz. C'est une dynamique fondamentale à analyser et ça donne vraiment à réfléchir sur l'avenir de notre indépendance énergétique, quelle qu'en soit la source. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion complexe au cœur des enjeux d'aujourd'hui. Et à très bientôt pour poursuivre ensemble le décryptage des grandes dynamiques de notre époque.